Aujourd'hui, je vais vous présenter justement cet aspect concept, méthodologie de notre étude. Donc c'est une approche socio-historique qu'on fait de cette sobriété énergétique électrique. Et donc je voulais reprendre un petit peu le regard, parce que nous sommes des historiens, donc le regard de l'historien sur cette question de la sobriété énergétique. Alors je ne vais pas revenir sur l'historicisation parce que Christophe en a déjà fait un rappel, un très bon rappel, mais on travaille donc conjointement avec Victor Noguès, donc un autre jeune chercheur de la chaire qui n'est pas aujourd'hui, sur cette question d'historicisation. Jordan, tu peux... Voilà, merci. Et donc en fait cette historicisation, elle sert à réinterroger le rôle de l'historien, qui est justement d'interroger ces concepts-là, venir étudier en fait les différents temps de la sobriété, un temps très très long, ça remonte à l'Antiquité, à Platon, jusqu'à Rabi, si on veut faire une large chronologie de l'historicisation du concept de la sobriété. Donc en faisant cette étude justement de l'objet sobriété, il y a sa complexification au fil du temps, avec justement la chasse au gaspille, et aujourd'hui très, très récemment avec cette sobriété énergétique qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Et nous on l'observe déjà, cette étude qu'on a commencé, les entretiens qu'on a commencé à mener depuis novembre 2021 à aujourd'hui, ce ne sont déjà pas les mêmes répondants qu'on a en face, alors qu'on n'a pas changé grand chose dans notre recrutement de notre panel. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc, on réinterroge tout ce concept de la sobriété avec notre regard d'historien, notre approche sur la variation de l'utilisation du mot aussi. Et aussi, Jordan a fait un retour dessus, mais la place de la sobriété énergétique et justement sa pénétration dans la trajectoire de l'écologisation de l'attention des Français, avec cette écologisation de l'attention qui prend de plus en plus de place depuis le début du XXIe siècle, avec justement des grands temps forts. Alors je ne vais pas vous faire une chronologie détaillée, vous en avez déjà une connaissance, mais voilà, on peut commencer par ce qui est Grenelle d'environnement, ou encore des accords de Paris, avec très récemment avec plan sobriété fin juin du gouvernement, et les médias qui s'emparent aussi de la question de la sobriété. Donc on va faire pour vraiment le cœur du propos et de ma présentation d'aujourd'hui, ça va être justement revenir sur notre étude, notre approche socio-historique, en passant justement par la sociologie avec cette étude, cette enquête orale qu'on mène. Donc on peut poursuivre avec, je vais commencer par faire un rapide retour, parce qu'on l'avait déjà présenté plusieurs fois, mais voilà, pour réexpliquer ce que c'est que cette enquête orale. Cette enquête orale, elle vient interroger des questions comme comment la sobriété énergétique elle est perçue au sein de la société néo-aquitaine, quel est le degré d'acculturation de la sobriété parmi le panel interrogé, et jusqu'où ils sont prêts à se contraindre à ces questions de sobriété. Donc pour faire cette étude, on commence avec, on prend donc un panel de répondants néo-aquitains qui soit avec quatre entrées de typologie, des citoyens majoritairement, des acteurs institutionnels, des acteurs de grandes entreprises de l'énergie, et aussi des acteurs associatifs, pour essayer d'avoir un panel un peu représentatif, mais bon, ça reste, comme disait Lise, les personnes qui veulent bien répondre aussi lors de l'enquête orale. Donc pour faire passer ces entretiens, on a établi un guide d'entretien semi-directif qui donne des entretiens entre une demi-heure et une heure, voire un peu plus pour les plus bavards sur la question. Et donc ce guide d'entretien, on l'a différencié, mais c'est pas immense quoi, en fait, entre un public non acculturé pour des questions qui vont amener plus à une discussion, parce que sinon d'avoir des concepts comme ça peut couper le dialogue, avec un public un peu plus acculturé pour justement aller plus loin dans la question, mais finalement au moment du codage on retrouve les mêmes entrées des deux côtés. Donc un guide d'entretien qui commence en fait en échangeant avec le répondant sur ses caractéristiques, on poursuit justement avec des questions autour de la compréhension des concepts de l'étude. Et là, nos concepts de l'étude, c'est la sobriété énergétique majoritairement, mais aussi l'efficacité énergétique qu'on distingue. Et justement, on fait un retour au début pour qu'on soit clair sur ces deux concepts. Et puis voir, en fait, justement, avec ça, le degré d'acculturation à la question parmi nos répondants.
Ensuite, on vient échanger sur leur rapport justement aux questions environnementales, la représentation de la sobriété dans leurs usages quotidiens, dans leur mode de vie. Et ensuite, on a une longue série de questions sur leur réflexion sur l'avenir énergétique. Et puis, on les invite à proposer des pistes de solutions auxquelles ils seraient prêts à se contraindre. Donc on interroge l'imaginaire de notre répondant sur et vous, si on mettrait en place des mesures de sobriété forcée, donc à l'échelle collective, on en parlait un petit peu. Vous, à quoi vous serez prêt à contraindre? Et souvent, on a l'exemple de la réduction du kilomètre-heure sur l'autoroute, de passer à 110, la proposition de Megawatt notamment. C'est une des réponses qui peuvent sortir. Et donc, une fois qu'on a mené ces entretiens, il faut les coder. Et donc, on a une V1 de nos 5 entrées de codage. Ça, ce sera un schéma qui sera amené à vraiment présenter les résultats plus que présenter les entrées de la manière dont on les code. Avec 5 entrées, le répondant, qui il est, ses usages, les concepts de l'étude, où est-ce qu'on place son degré d'acculturation au concept, la sobriété énergétique majoritairement. On poursuit avec ses applications au quotidien, comment il fait de la sobriété dans son quotidien pour avoir des données un peu plus tangibles sur la réalité de la sobriété chez les citoyens et les représentants de la société néo-aquitaine, parce qu'on s'intitule dans cette étude-là. Avec ensuite leur réflexion sur la nécessité d'action à diverses échelles, avec pour vous quel est le rôle des pouvoirs publics, quel est le rôle des opérateurs de réseau, quel est le rôle de tous ces acteurs de la société. Et puis enfin, justement là aussi dans cette partie-là, on interroge la notion d'individualité et de collectif, à quelle échelle pour vous il est plus intéressant d'agir. Ça, c'est des questions qui rentrent dans notre codage, mais qui sont quand même tellement variées qu'on ne peut pas juste dire oui, non. Alors on le fait pour avoir une première tendance, mais elles amèneront justement à des notes un peu plus poussées dans les résultats de nos études, pour pouvoir plus saisir les retours qu'il y en a, parce ils sont aussi multiples qu'on a de répondants, et donc c'est très intéressant de poursuivre sur ce champ-là. Et dans la même démarche de réponses très multiples, les réflexions sur l'avenir, les réactions aux répondants sur comment vous voyez le futur énergétique, comment vos consommations pourraient changer, comment les consommations de ce que vous observez en fait de votre entourage pourrait avoir une mutation vers avec cette crise énergétique, cette crise énergétique, cette crise économique, cette crise climatique qui est envisagée, qui est là. Et donc pour un petit peu aller plus loin que dans nos concepts, on a des premiers résultats qui apparaissent. Donc à l'heure actuelle, notre ambition était d'avoir à la fin octobre 100 répondants, sans entretien. On n'est pas très loin de nos ambitions pour l'instant, parce qu'on a 72 entretiens réalisés. Donc là, on est plus dans une optique de 80 entretiens pour avoir en fait le temps de les analyser jusqu'à la remise fin décembre de nos travaux. Et puis, on verra ce qu'on fait ensuite de notre objectif, je reviendrai dessus. Là, aujourd'hui, les résultats que je vous présente, c'est les résultats de 32 entretiens codés. Donc, ce sont 32 entretiens, ce n'est pas représentatif de la société néo-aquitaine, mais ça donne déjà une petite tendance de ce qu'on peut avoir avec cette étude. Donc, sur la partie connaissance des concepts, on pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sobriété énergétique? Ce sont 30 répondants qui me répondent oui. Qui nous répondent oui, parce qu'il y a Lucas qui fait passer les entretiens aussi. Et il y en a 2 quand même qui ont déclaré non, n'avoir jamais entendu parler de ce concept de sobriété énergétique. Ça, faut remettre dans un contexte où l'étude, les répondants sont des répondants qui ont répondu entre novembre 2021 et plus septembre 2022. Voilà. Pour détailler un peu, la définition de la sobriété, justement, des personnes qui ont déjà entendu parler de sobriété, mais pas spécialement de sobriété énergétique, de ces 2 notions accolées, on a justement 8 répondants sur les 32 qui font référence spontanément à la référence à l'alcool, la sobriété est renvoyée la sobriété est renvoyée à la non-consommation d'alcool ou même de drogue et autres substances. Parmi justement ces 30 répondants qui répondent oui à la première question, je connais la sobriété, j'en ai déjà entendu parler, on distingue en fait 2 catégories et encore 2 sous-catégories.
y en a 22 des répondants qui réussissent en fait à donner une définition comme on a tous un peu donné ce matin. On est plus ou moins d'accord sur la définition, même si ils expliquaient qu'il n'y a pas de définition scientifique à poser, mais on a quand même on est quand même assez d'accord et il y a des pistes qui se recroisent sur cette définition, alors que 8 en ont une idée plus abstraite. Alors oui, la sobriété énergétique, mais alors on va avoir des réponses comme... il n'y a pas vraiment de distinction avec la prise de conscience et un comportement sobre. Voilà. Beaucoup vont me dire j'ai une voiture électrique, donc je suis sobre énergétiquement. Donc ça, c'est d'autres... voilà, c'est une définition un peu plus abstraite. Et enfin, sur les 30 répondants on a voulu voir un petit peu le degré de l'approche des citoyens, enfin des répondants au concept, une approche plus améliorative, où oui, c'est quelque chose qui est bon, une approche plus neutre avec des personnes qui ont la définition, etc., mais on ne sent pas spécialement un positionnement pour ou contre. Et puis on a essayé aussi de voir s'il y avait des personnes qui rejetaient ce concept et ce comportement. Il y en a 15 sur les 30 qui connaissent le concept, qui disent oui, ils ont une approche améliorative du sujet. 15 où on ne ressent pas spécialement, donc on les a catégorisés comme neutres. Mais par contre, on a à ce jour 0 répondants qui ont une approche totalement dépréciative et de rejet de la question. Ensuite, dans la deuxième catégorie des résultats qu'on vous présente aujourd'hui, on a les résultats justement de l'application au quotidien de la sobriété, pour distinguer un petit peu comment le répondant fait la sobriété, a des comportements sobres dans son quotidien. Alors là, on a justement la question des pratiques. Est-ce qu'ils sont en phase en fait avec leurs pratiques ou enfin avec leur prise de conscience, leur idée de la sobriété? Est-ce que pour eux, quand ils l'appliquent dans leur quotidien, est-ce qu'ils sont d'accord entre leur prise de conscience et leur pratique et leur... j'ai plus le mot. Bon, passons, on a l'idée. Voilà, ce sont 22 répondants qui disent... c'est 31 répondants, pardon, je sais pas si c'est le deuxième strat. C'est 31 répondants sur les 32 qui disent oui, de ce que je connais la sobriété et de ce que j'en fais dans mon quotidien, pour moi, c'est en phase. Une personne qui me dit très honnêtement non, pas du tout. Voilà, à quel niveau? Il y en a 26 qui disent quand même si je suis en phase, je sais que j'ai une marge d'amélioration, mais elle est compliquée à atteindre. Alors justement, il y en a 20 qui vont dire c'est difficile d'atteindre, mon travail, je suis obligée d'y aller avec tel moyen de transport, j'ai mes enfants à aller chercher, voilà, des marges de manœuvre qui sont difficilement modifiables à l'heure actuelle. Et il y a 6 répondants qui me disent honnêtement, je pourrais faire mieux, mais pour mon confort, aujourd'hui, pour moi, et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux questions qui se suivent. On en a 31 qui nous disent je suis en phase, et puis quand on vient un petit peu interroger sur la marge d'amélioration, il y en a 6 qui sont en train de me dire, qui nous répondent eh bien oui, honnêtement, c'est pour mon confort que je modifie pas plus que je pourrais faire. Ensuite, les exemples de la sobriété dans les usages, voilà, il y en a aussi 2 qui découvrent leur comportement sobre au début, qui me disent non, et puis il y en a 2 qui découvrent que leur comportement en fait colle à la sobriété dans leurs usages. Et puis il y en a 26 qui disent le faire volontairement, et sur les 26, il y en a 16 qui évoquent le frein financier dans leur pratique sobre. Oui, dans tous les cas, je pourrais pas faire beaucoup plus parce que financièrement déjà je suis sobre parce que ça coûte cher en fait l'énergie. Pour aller un stade en dessous, voilà, dans plus du détail, dans des pratiques sobres, ce qui ressort souvent, c'est les mobilités. Voilà, quand on va demander quelle pratique sobre vous appliquez dans votre quotidien, je me déplace en vélo, je me déplace en transport en commun. Néanmoins, dans les mobilités, parce qu'on pose cette question aussi, c'est la voiture qui ressort majoritairement, avec 26 répondants qui évoquent avoir la voiture individuelle dans leur mode de déplacement. Et ensuite, pour les pratiques, on interroge la sobriété numérique. Est-ce que vous avez connaissance de ce concept-là? Est-ce que vous le liez avec la sobriété énergétique? Alors là, c'est une réponse qui est un peu plus floue et difficile à saisir pour nos répondants. Néanmoins, majoritairement, ils font le lien une fois qu'on les interroge là-dessus. On en a quand même 24 qui font le lien quand on les interroge, 5 qui l'avaient déjà fait le lien avant qu'on énonce le concept de sobriété numérique, et puis 3 personnes qui n'ont aucune connaissance et qui ne font pas du tout ce lien entre sobriété énergétique et numérique.
Et enfin, pour des perspectives d'avenir et ce qui peut ressortir de ces questions-là, on a tout d'abord la réaction à la vision pour l'avenir. Là, donc sur les 32 répondants, il y en a 10 qui sont optimistes et qui se disent optimistes sur l'avenir, et leurs réponses, on amène à des réponses plus longues sur cette partie-là, des réponses qui sont optimistes sur leur vision, donc 10 optimistes, alors qu'on en a 9 qui sont purement pessimistes. Et vraiment, et on en a même 4 justement qui sont très inquiets par ces questions-là, et ils ne savent pas saisir en fait ce futur, ils ne l'envisagent pas, ils ne l'imaginent pas. Sur les 32 répondants, il y en a 4 qui se positionnent comme ça. Et puis ensuite, on a des réponses qui font plus appel à utopie, dystopie, appel à ces questions-là, où on a 7 répondants qui vont me dire bon, alors là je vais faire une réponse sur ce que j'espère, et puis ensuite ce sera ma réponse sur ce qui va se passer. Et souvent on oppose l'optimiste au pessimiste. Les gens sont quand même plus ou moins pessimistes sur la capacité des acteurs à changer justement de cette sobriété de longue durée en fait qui sera. Et ensuite, justement, l'approche des échelles individuelles et collectives, là, leur capacité d'action à ces échelles-là, c'est quand même significatif parce qu'on a 14 répondants qui, même si voilà, cette question-là ne se limite pas à ces résultats-là, on creuse plus loin à l'écrit par la suite, mais on a quand même 14 répondants qui sont convaincus que l'action à l'échelle collective aura beaucoup plus d'impact que la prise de conscience individuelle de chacun, et donc ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. On en a 7 par contre qui pensent qu'il faut prendre conscience individuellement pour ensuite faire changer les choses. 7 répondants qui sont entre les deux. Et il y en a quand même 3 qui ne savent pas répondre à la question, qui me disent ça c'est pas du tout quelque chose qui est tangible pour moi et que je saisis. Aussi sur la question d'acceptabilité et d'adaptation en fait aux futurs proches finalement, avec la question des coupures qui revient dans la question de l'échelle individuelle et collective, comment vous habituerez, vous adapterez. On a des répondants qui nous évoquent, voilà, aussi encore hier dans le questionnaire, sans moi évoquer la potentielle coupure d'électricité, qui me disent moi qui ai 2 heures de coupure par jour, je m'adapterai autrement, et si le réseau s'en porte mieux, moi ça me va. J'ai retiré une citation, ça c'était un entretien en décembre dernier, une personne qui me disait si on me dit plus d'électricité à partir de telle heure, ou rationnement en eau, ça ne me choquerait pas. Ne vivre que dans une partie de ma maison en hiver pour limiter lorsqu'on a des grands habitats, ça ne pose pas de soucis. Donc on voit que peut-être c'est quelque chose en fait qui est acceptable pour la société, enfin notre panel de répondants, notre panel de répondants de la société néo-aquitaine. On remet dans le contexte. Et donc cette étude qui avance, mais voilà, on observe justement des limites dues au contexte. On commence une étude plus ou moins à la sortie de la crise sanitaire, avec des gens qui ont réinterrogé leur liberté, et qui se sont vus en fait accepter plein de choses, notamment confinement, etc., restriction des libertés, qu'ils pensaient pas faire, et finalement ils se sont dit en fait je suis capable de m'adapter. On a poursuivi cette étude quand on a repris en mai. On était donc dans un contexte avec justement la guerre en Ukraine qui avait commencé, cette crise énergétique, toutes ces questions d'approvisionnement, etc. Et les entretiens, notre panel de répondants, on a des réponses quand même, on aime bien, on a pour objectif aussi d'analyser, prendre des entretiens en novembre, en mai et puis en septembre, parce que les questions sont différentes. Pourtant on n'a pas spécialement changé de source de panel, de répondants, mais voilà, aujourd'hui, j'ai bien vu, Lucas aussi peut en témoigner je pense, mais à la question connaissez-vous le concept de sobriété, depuis cet été, je n'ai plus personne qui me dit j'y connais rien, et le nombre de personnes qui font appel, ah bah oui, on entend parler partout, c'est hyper intéressant pour moi qui ai commencé rien qu'à poser ces questions-là en novembre 2021, et les gens étaient un peu plus dubitatifs sur la question, pas très connaisseurs, et du coup c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui finalement une étude qui est même pas aboutie, où on voit justement ces limites contextuelles qui nous font des portes aussi d'ouvertes d'analyse et de pousser plus loin. C'est pour ça pour 2023, et on arrivera sur la dernière partie de cette présentation, nos ambitions, c'est toujours d'atteindre cette batterie d'entretien de 100 répondants. Donc ça, on tablera une vingtaine de répondants d'un panel plus citoyen
et d'essayer justement d'avoir un panel de plus en plus représentatif, parce que on a quand même des contraintes, comme on dit, c'est du réseau, on essaye d'un peu de piocher et d'envoyer des bouteilles à la mer pour avoir des répondants, mais c'est des personnes qui veulent bien répondre, et on a quand même si on arrive en sollicitant les réseaux de chacun, même les réseaux de répondants, à diversifier un peu notre réseau, c'est quand même un réseau très CSP+. Et donc, on a pour ambition, dans ces 20 répondants, de plus ou moins essayer de cibler un peu plus, que ce soit plus représentatif de la société néo-aquitaine. Et donc, on a aussi pour ambition, justement, de revenir sur des questions de crise sociale, un petit peu comme Madeleine l'abordait, justement, d'aller interroger les gens sur leur degré d'acceptabilité face à ça, comment ils ont vécu, en revenant sûrement sur les gilets jaunes ou même crise sanitaire avec Covid, d'interroger les gens sur comment ils ont vécu ces événements, sur qu'est-ce qu'ils envisagent justement en vue de la crise énergétique, justement des futures peut-être crises sociales. Voilà, un petit peu les questionner sur leur réaction face à ces demandes de contraintes. Et je crois que j'ai présenté merci notre étude.